Daniel Tartakovsky, bonjour. Bonjour. Nous venons d'entendre Jean Ferrat qui chantait en 1966. J'ai souhaité ouvrir notre conversation par ce document qu'on peut trouver peut-être rétrospectivement manquer de légèreté dans la pédagogie, mais qui du même coup nous offre une sorte d'inventaire d'un certain nombre de thèmes que nous allons avoir à traiter, me semble-t-il. Oui, 1966, c'est un moment où effectivement, après 20 ans de guerre colonialiste, comme dit la chanson, c'est-à-dire 20 ans où les manifestations ont été très fortement interdites et souvent réprimées en France, les manifestations réinvestissent l'espace public, notamment la capitale, avec de très grandes manifestations syndicales en 66 et en 67, des manifestations qui ne se déroulent absolument pas selon le rythme martial de la chanson, qui me paraît être assez antinomique avec les formes qu'a traditionnellement pris la manifestation en France. Phénomène plus léger, sauf qu'il est réprimé, phénomène plus festif, sauf lorsqu'il est réprimé, qui tient peut-être effectivement à ce que l'on sort de ces 20 ans de guerre colonialiste. Il faut savoir que implicitement cette chanson est une réplique à une autre de Georges Brassens. On peut être seul et con, dit Ferrat. Ça répond très directement à une chanson où Brassens expliquait qu'au-delà de 4, on perdait en réalité le sens des choses et qu'on devenait con. Par-delà la polémique entre Brassens et Ferrat, il est bien clair que la manifestation pose le problème de l'action collective et du groupe. Alors ça pose aussi la question de savoir s'il y a une spécificité française. Si on regarde ça sur la longue durée, Daniel Tartakovsky, est-ce qu'il y aurait, notamment au XIXe siècle, une originalité française de la manifestation ? Il y a une originalité française qui s'est progressivement constituée. La manifestation dont il faut bien comprendre qu'elle est quelque chose de distinct de l'émeute, des journées, des révolutions, quand même elle se déroule dans le même espace, qui est l'espace public. La manifestation est quelque chose qui surgit sensiblement dans les mêmes années 1860-1880 dans l'Europe entière. Mais par-delà cette émergence commune et qui s'affirme avec les premiers mai dans les années 1890... Fourmis, oui. On va avoir des évolutions extrêmement différentes. Dans la plupart des pays, la manifestation, après cette crise des années 80-90, va s'affirmer comme un appendice de meeting, appendice de réunion, appendice de grève, va s'affirmer comme la modalité de construction identitaire d'un groupe et revêtir une forme de cortège très ritualisé, très traditionnel. Donc la différence par rapport à l'émeute, c'est un peu surprenant d'abord, mais c'est très démonstratif. L'émeute, c'est quelque chose qui va vers la violence dans un désordre incontrôlé. La manifestation, au contraire, est l'introduction d'une certaine régulation. C'est ça que vous nous dites. La manifestation peut être violente. La différence avec les formes antérieures d'investissement de l'espace public, c'est que la manifestation va devoir et va vouloir créer sa place à l'intérieur de démocraties parlementaires qui se mettent en place et qui se constituent à des rythmes différents dans cette fin du XIXe siècle. Et donc c'est une tentative de s'affirmer par des formes qui ne sont pas institutionnelles, qui ne sont pas institutionnalisées, qui ne sont souvent pas légales, de s'affirmer néanmoins dans le cadre du régime et sans remettre en cause le régime. Donc la manifestation est toute différente lorsqu'elle est dans une démocratie éventuellement encore commençante ou balbutiante et lorsqu'elle émerge sous un système autoritaire. Dans les systèmes autoritaires, les manifestations, on pourrait rester sur le cas de cette Europe du tournant 19e-20e siècle, prendre le cas de l'Italie de l'après-guerre, oui, ou prendre le cas de l'Allemagne de l'après-guerre, des pays qui sont des pays qui entrent en crise et qui le demeurent, s'agissant de l'Allemagne de Weimar, et où les manifestations de rue présentent une dimension émeutière débouchant au total sur la mise à mal, la mise à mort du régime. La rue est un lieu de confrontation majeure pour la définition de ce que le régime doit être ou ne doit plus être. Et la différence de la France, c'est que la France est un pays où, à deux reprises, 1934 et 1968, la manifestation, fruit d'une longue histoire, s'est imposée comme un instrument d'émergence des crises, mais également de régulation des crises, la manière de se compter, la manière de se mesurer et la manière d'inventer, après avoir mesuré le rapport des forces, une solution de sortie de crise à l'intérieur du système. En France, à partir de la Commune, les régimes ne se font plus et ne se défont plus pareil dans la rue. Mais c'est vraiment une coupure essentielle parce que à l'époque de la Restauration, de la monarchie de Juillet ou du Second Empire, il y avait ce phénomène tout à fait spécifique qui était celui des enterrements. Parce que lorsque les manifestations étaient interdites, on ne pouvait pas empêcher d'accompagner
un mort illustre, un mort de gauche en général, un mort qui avait incarné la lutte contre les régimes, les accompagner jusqu'au cimetière. Ça a été le vrai des enterrements du général Foy, du général Lamarque. On pense à l'enterrement de Béranger, à l'enterrement de Victor Noir, qui avait été assassiné par un Bonaparte juste avant Sedan. Oui, l'absence totale de liberté amenait les opposants à s'exprimer à la faveur des fêtes de souveraineté ou à s'exprimer à la faveur de ces enterrements qui peuvent faire figure de manifestation avant l'heure. Charles Tilly les inscrit comme première forme de la manifestation. Il me semble néanmoins que on ne se manifeste pas dans la même manière et donc ces formes de manifestation sont fondamentalement différentes selon qu'on s'inscrit dans le cadre d'un régime démocratique et que la question de l'articulation avec les modalités démocratiques de la politique est posée et dans les cas que vous évoquiez. Donc on vous suit volontiers quand on dit que la vraie coupure, c'est celle qui sépare les régimes qui sont des régimes autoritaires, qui brident et briment les libertés et ceux qui sont démocratiques et où la manifestation prend une couleur tout à fait différente. Oui, d'autant que cela pose une question évidemment tout à fait inédite. Quelle est la légitimité de la manifestation ? C'est la question que les républicains vont poser dès les années 1890. Quelle est la légitimité de la manifestation dès lors qu'il existe des formes légales pour s'exprimer, qui sont, s'agissant de la France, le suffrage universel, conquête précoce et la grève ? Réponse difficile, réponse qu'on a vu ressurgir dans la conjoncture très récente. Oui. Moi, j'évoquerai volontiers Léon Blum, qui, lors de la séance d'investiture en 1936, répondait à des élus de l'opposition qui lui demandaient s'il estimait que les grèves avec occupation étaient des grèves légales. Et Blum répond « Non, bien sûr, elles ne sont pas légales. Et quelle conclusion voulez-vous que j'en tire ?» Non, la manifestation n'a pas de légitimité. Je dirais que n'oublions jamais que la manifestation n'a été inscrite, le droit de manifester n'est inscrit dans aucune de nos constitutions. Il faut attendre 1995 pour que le Conseil constitutionnel reconnaisse à la manifestation un caractère de quasi-liberté constitutionnelle dès lors qu'elle pose toujours des problèmes d'ordre public. Et on ne sait pas toujours que dans les débuts de la Troisième République, il y avait dans les lois et dans les comportements à l'égard de la manifestation beaucoup de réticences. La loi du 30 juin 81 interdit la tenue de réunions sur la voie publique. Et la loi municipale de 84 parle d'une éventuelle tolérance qui relève de l'appréciation des maires. Oui, alors bien évidemment, cette tolérance ne vaut pas pour Paris, dès lors que Paris n'a pas de maire élu avant 1977 et que par conséquent cette éventuelle tolérance dépend du préfet de police, ce qui n'en a aucune s'agissant de la ville de Paris. Donc Paris est un cas particulier au regard des manifestations de rue. Ça dépend en somme du bon vouloir de la préfecture de police. Il faut en fait attendre 1934, paradoxalement, le 12 février 1934, pour que la tolérance s'amorce dans l'espace parisien. Après, ce qui ne veut bien sûr après pas le 6 dire... février, après les émeutes du 6 février. Ce qui ne veut bien sûr pas dire qu'il n'y ait pas eu de manifestation avant. Je crois qu'il est bon de rappeler que nous sommes dans un pays où il y a toujours eu des manifestations à partir des années 1880-90. En fait, que dès lors que cette forme d'expression émerge et s'affirme, elle s'affirme durablement. N'oublions pas qu'il y a des manifestations sous l'occupation y compris. Alors rapprochons-nous avec vous de l'entre-deux-guerres, français, pour réfléchir aux rapports et aux différences avec aujourd'hui, avec les manifestations récentes. Je vais vous faire entendre une archive qui remonte au 12 février 1934, cette date que vous évoquiez, Daniel Tartakovsky, il y a un instant. On est une semaine après les émeutes du 6 février qui ont vu des morts et des blessés graves, notamment sur la place de la Concorde. C'est Léon Blum, chef du Parti socialiste, qu'on entend au cœur d'une manifestation. Il s'exprime devant des micros, naturellement proches de lui, on n'est pas entendu loin, sur la place de la Nation. Écoutez-le. À la République, qui est son bien, la preuve est faite, la province soulevée tout entière, Paris rassemblé dans cette manifestation signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas, la réaction ne passera pas, vive la République des travailleurs, vive la liberté, vive l'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible, vive le peuple ouvrier de Paris. Il existe une bande d'actualité célèbre où on voit Léon Blum en train de prononcer ces paroles. Quand on est favorable à Blum, on coupe avant le moment où
où il donne le sentiment presque de s'évanouir parmi les siens. Et quand au contraire, on lui reproche de ne pas avoir été assez vigoureux dans son opposition, en particulier les films de critique de Léon Blum sur sa gauche, alors on garde l'entièreté de l'archive. Mais oui, c'est un moment étonnant de rencontre entre deux cultures. La France est un pays où la vie politique s'est quand même définie essentiellement par les voies parlementaires. Blum est un parlementaire. Il sait parler à la Chambre. Et brusquement, cette culture parlementaire, parce qu'elle est confrontée à ce qui est perçu comme une menace fasciste, doit se décliner sous des formes nouvelles qui mettent en jeu ces groupes, ces ligues, ces processions, qu'Avocat j'en fera tout à l'heure. Le nombre, la rue, donc des modalités nouvelles de la politique qui vont mettre en jeu des forces nouvelles, des femmes, je dirais volontiers des jeunes, mais n'oublions pas que les jeunes des années 30 ne sont pas les jeunes d'aujourd'hui. On travaille à 13 ans, 14 après le Front populaire, on vote à 21 ans, donc il y a une masse énorme de très jeunes travailleurs qui ne sont pas citoyens, des immigrés importants dans cette France qui manque de main-d'œuvre. On a des forces qui vont entrer en politique par ces voies nouvelles et brusquement, Blum se trouve au carrefour de ces deux cultures qui brusquement se rencontrent et qui vont s'allier plus étroitement à la faveur de l'épisode du Front populaire. Sous la lumière d'aujourd'hui, ce qui frappe aussi, c'est que chacun de ces moments de pulsion collective, d'émotion, comme on disait au XIXe siècle, forte, c'est une nouvelle génération qui entre en politique. Cela nous ramène très directement à notre conjoncture actuelle. Tout à fait. Tout à fait. Ça va être des modalités nouvelles de l'entrée en politique qui marquent très fortement, on s'en rend compte lorsqu'on lit ou lorsqu'on écoute, les récits qui marquent très fortement la mémoire vive de ceux qui ont vécu ces événements. Et les romans, souvent, et la littérature, après Les romans, la littérature, les récits de vie, les récits autobiographiques, peut-être pas en 1934, mais en 1936, il est intéressant de voir comment des militants, des familles ont conservé jusqu'à aujourd'hui des photographies qu'elles montrent pieusement quand brusquement on se met à leur parler de cette période. C'est un moment, je crois que la manifestation est un moment où l'histoire individuelle est susceptible, certaines manifestations plus que d'autres, l'histoire individuelle est susceptible de rencontrer l'histoire collective et dans ces moments, le sentiment d'être partie prenante de la grande histoire qui brusquement s'accomplit dans l'espace public. C'est aussi une histoire d'apprentissage, les manifestations. Si on songe à 1968, à 1986-87, au moment de l'affaire de Vaquet, au moment de Malik Oussekine, à 1995, à l'époque de Juppé, ou aujourd'hui, c'est une sorte de récurrence, comme des vagues successives qui apprennent à être des citoyens. C'est un des aspects des manifestations. Oui, alors ils apprennent à être des citoyens, ils apprennent aussi à être des manifestants, et c'est bien pour ça que certaines manifestations sont plus dangereuses que d'autres, parce que une fois qu'on a appris à être un manifestant, on apprend aussi à se conduire dans l'espace public face à l'autre. On apprend aussi, cela vaut aussi bien pour les forces de l'ordre que pour les manifestants, à maintenir l'ordre. Les manifestations les plus dangereuses sont souvent des manifestations de début de cycle, des manifestations qui voient l'entrée en jeu de forces nouvelles qui n'ont jamais appris à manifester.